Raphaël Branche, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai lu votre article qui était paru dans Génération contemporaine au miroir de l'égo-histoire. Il commence par cette phrase: en 1986, j'entrais en seconde au lycée Louis-le-Grand. Alors, on va peut-être pas commencer en 1986. Qu'est-ce qui se passe pour vous avant 1986, votre milieu d'origine, le lieu où vous avez grandi, et comment se sont déroulées vos premières années en primaire et au collège, pour faire vite? Parce que 86 secondes, ça laisse quand même une marge temporelle avant. Alors, merci pour la question. Elle est très compliquée parce qu'il faudrait que j'arrive à sélectionner les éléments qui ont du sens. Mais j'en sais rien. Alors moi, j'ai grandi dans un tout petit village de 80 habitants où il y avait en gros 2 agriculteurs qui dominaient le village, une école à plusieurs kilomètres et voilà, mon enfance se déroule dans un triangle assez limité que j'arpente à vélo. Et au cœur du village, une petite chapelle et un cimetière où j'ai passé beaucoup de temps et à déchiffrer les noms des ouvriers agricoles d'origine polonaise morts à la guerre de 14, déjà pour certains, plus évidemment la deuxième. Voilà, à m'initier au poids de la mort dans les communautés. Je pense que c'est ça un des éléments d'ancrage. Et puis voilà, et puis après je suis venue à Paris quand j'étais plus adolescente. Et puis c'est le lycée, et c'est la découverte d'un monde, le quartier latin avec voilà, avec toute sa richesse. Mais vous diriez que il n'y a rien de particulièrement marquant pour vous avant 86, disons en dehors quand même de cette particularité de pointer les morts des ouvriers polonais. Je retiens la bicyclette, donc ça, qui a sans doute joué un rôle important, parce que si on est né dans un village restreint et qu'on a la possibilité de faire du vélo... Alors, je pense que la bicyclette, c'est l'autonomie, c'est la solitude, c'est... voilà, j'ai grandi dans une famille féministe et c'était évident que ma liberté corporelle de petite fille faisait partie de l'évidence, mais justement, elle était évidente dans ma famille, pas forcément dans le village. Donc voilà, donc ça fait partie de tout ça. J'ai beaucoup aussi... Enfin voilà, il y a différentes communautés dans les campagnes. Donc il y avait une communauté je faisais du tir à l'arc, il y avait une communauté d'archers. Donc voilà, c'est une forme d'initiation à des petits mondes. Le militantisme, féminisme, c'est un autre petit monde. Enfin voilà, il y avait d'autres formes de découvertes qui après, qui m'ont sans doute formée, mais encore très très loin que faisaient vos parents du reste. Et donc mon père travaillait à Paris, donc je le voyais moins. Il a changé plusieurs fois de métier, donc c'est pas en tant que professionnel que je l'ai découvert. Et ma mère travaillait à la maison et elle écrivait. Donc je l'ai beaucoup vu écrire. Voilà, je l'ai beaucoup vu de bureau fermé et écrire, et en même temps animer la vie locale d'un point de vue culturel. Donc voilà, ça fait partie aussi des... J'imagine que communauté féministe, cela vient de votre mère. Alors, quand je dis communauté féministe, c'est pas très juste. J'ai dit famille féministe parce que c'est l'éducation que j'ai reçue par mes 2 parents. Et communauté féministe au sens, ça je l'ai pas découvert petite parce que c'était pas ce monde-là, mais c'était un monde de femmes qui militaient, qui étaient bénévoles, qui faisaient vivre il y avait un petit journal local qui était présent dans toute la région. Donc voilà, et c'était beaucoup de femmes qui s'en occupaient. Donc c'est moi aujourd'hui qui mets ce mot là-dessus, mais c'était pas un militantisme féministe. Le militantisme féminisme, il était plus féministe, il était plus à Paris. Et ça, je l'ai découvert plus tard quand j'ai eu 10 ans. Effectivement, ma mère recevait beaucoup à la maison de ses copines et voilà. Donc je suis née aussi deuxième fois plus politiquement dans les années de l'adolescence. Mais votre mère écrivait, elle écrivait des essais, des fictions, toutes sortes de choses, des articles, toutes sortes de choses, oui. Et en rapport avec le féminisme ou pas seulement? Non, vraiment. Voilà, pour moi, c'était juste une écriture. Voilà. Et puis elle travaillait beaucoup sur les textes des autres, donc voilà, il y avait cette sensibilité à la littérature, à la littérature du monde entier. La maison est pleine de livres.
j'avais un arrière-grand-oncle qui était universitaire et qui parlait russe, donc il y avait des livres en russe partout dans la maison. J'étais évidemment incapable de comprendre parce que moi j'ai pas appris le russe au primaire. Donc voilà, donc c'était un environnement qui était assez abstrait, mais qui était matériellement assez présent pour autant. Donc à la fois une prégnance, disons, culturelle et politique au sens large très, très, très forte, et une découverte de l'autonomie, à bicyclette ou pas, disons, assez tôt. Enfin, de cette... Oui, on peut dire ça. Moi, je suis l'aînée aussi, donc ça en ajoute dans l'obligation de se débrouiller. Mais voilà, c'est un souvenir de très grande liberté globalement, malgré l'âge enfantin qui est plein de contraintes. C'était voilà. Alors, venons-en à 1986. Vous entrez en seconde au lycée Louis-le-Grand. Donc, commencer un article ainsi, ça veut dire que ça marque véritablement une coupure. Vous dites la loi du plus fort allait désormais régner. Mais il y a une phrase qui m'a frappé. J'entrais alors dans le fleuve de ma génération. Vous avez un sentiment assez fort de ce que relève cette notion de génération. Alors, le titre du volume était celui-là, donc il s'agissait aussi de me situer dans un projet collectif, mais oui, très clairement, parce que là, on parle de 1987, et plus exactement, rentrée septembre 86. En décembre, Malik Oussekine est tué par les policiers français. Et avant la mort de Malik Oussekine, les premières manifestations de l'automne 86 lycéennes ont lieu. Et donc voilà, c'est au même moment. Et donc il y a un sentiment extrêmement fort et brutal, parce que le collège n'a pas du tout été comme ça, mais au lycée, de former un groupe, et un groupe d'âge, puisque les inquiétudes étaient autour de notre avenir, des études, etc. Donc c'est pas du tout enfin, c'est sans doute une reconstruction, mais c'est un sentiment que j'ai ressenti très fortement à ce moment-là. Pas, j'étais en seconde, pas les secondes, mais voilà, ceux qui étaient dans la rue à ce moment-là, ceux et celles qui étaient dans la rue à ce moment-là, et la mort de Malik Oussekine comme un choc, une espèce de décilement sur la violence d'État, qui est très, très fort. Et puis la suite, puisque voilà, ensuite il y a eu les mobilisations. Louis-le-Grand est un lycée assez particulier parce qu'il est à la fois très élitiste, très difficile. On nous tient un discours quand on rentre le premier jour complètement délirant en fait sur la concurrence, vous serez dans cette classe, peu survivront, enfin ce genre de truc complètement absurde. Et en même temps, d'une grande liberté. Vous êtes maître de votre destin. En gros, on nous le dit pas comme ça, mais si vous voulez sécher les cours, on préviendra pas vos parents. Vous faites ce que vous voulez, etc. Et donc ça, cette espèce de contraste, plus la découverte de la politique, celle-là, parce que la politique féministe, je la connaissais déjà, mais cette politique-là, en lien avec des lois, avec des décisions, on est en pleine cohabitation, donc les conflits politiques sont aussi peut-être plus marqués. Ça fait mûrir très vite, d'une certaine manière. Et les élèves de Louis-le-Grand, ça marquait un contraste fort aussi avec votre histoire? Alors socialement, oui, il me semble qu'il manquait les classes populaires dans ma classe de seconde. Il y avait des milieux, il y avait des élèves qui venaient de familles avec des noms, qui voulaient dire quelque chose à mes parents. Moi, ça ne me disait rien, mais voilà, qui étaient des héritiers, voilà. La grande différence, c'est le lycée avec la classe préparatoire. Donc, on est en contact avec les grands, et moi, je suis amoureuse à ce moment-là d'un garçon avec qui j'ai passé plusieurs années et qui va me former et qui est un grand. Et donc, cette découverte des classes préparatoires littéraires, de ce que c'est que la philosophie, alors que je suis qu'en seconde. Enfin, voilà, tout ça, ça participe aussi de cette ambiance de rupture totale avec le collège, vraiment. Est-ce que vous pouvez dater le moment où vous commencez à vous intéresser à l'Algérie, à la guerre d'Algérie? Et j'ai pas bien pointé la date. Quand vous lisez le livre de Pierre Vidal-Naquet,
d'une part, et quand vous regardez les premiers films qui ont trait à cette guerre d'Algérie, notamment Muriel, qui date de 1963, mais qui fait déjà écho, disons, au destin des appelés. Ah oui, oui, complètement. Et c'est évidemment une construction a posteriori qu'on pourrait m'objecter, mais Muriel ou Le temps d'un retour, c'est vraiment le projet de ce que j'ai travaillé dans mon dernier livre et dans mon premier aussi. Donc donc c'est vraiment une marque. Donc c'est en 1987-88. Voilà. Pour moi, c'est la première avec des cours d'histoire contemporaine. Et donc au même moment, il y a tout ça. Il y a la découverte donc de la guerre en Algérie, que mon pays, 25 ans plus tôt, est sorti d'une guerre qui a manifestement marqué les hommes qui l'ont faite, ce que je comprends à l'époque, les hommes qui l'ont faite et le régime politique qui est le nôtre. Et ça s'arrête là, je comprends pas grand-chose d'autre. Et en même temps, le désir de devenir prof d'histoire. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. Je découvre l'importance de l'histoire contemporaine et de son enseignement pour former les citoyens, pour le dire vite. Donc voilà, donc je prends cette décision parce que moi je suis programmée pour rentrer à Polytechnique. Je suis programmée pour faire des sciences, des maths et de la physique, familialement. Vous êtes familialement et à Louis-le-Grand, donc. Et à Louis-le-Grand, qui est un lycée qui est plutôt scientifique, et donc je bifurque complètement à ce moment-là. Mais j'imagine que votre formation scientifique, disons de base, vous a aidé quand même. J'en sais rien. J'en sais rien. Non, franchement, je vois pas. J'ai fait un bac scientifique, mais j'aimais ça. En fait, j'ai envie de rebondir sur le signifiant. Vous-même, vous parlez, lorsque vous parlez de connaissances scientifiques, disons. Alors, pour le coup, pour les citoyens, ça peut être un peu ambivalent, parce que scientifique, c'est souvent rapporté aux sciences fondamentales. Néanmoins, pour les sciences sociales, et en particulier pour l'histoire, vous employez souvent ce terme, donc il doit y avoir une forme, non pas d'adéquation, mais enfin disons un désir, vous avez employé l'expression former les citoyens, donc d'une rationalité, disons en tout cas, qui soit à disposition de tous, si je puis dire. Alors je ne le connecte pas du tout à cette expérience-là, puisqu'au lycée, je ne l'ai pas du tout conscientisé. Je pense que mon rapport aux sciences, j'aime beaucoup la physique et la chimie, j'aime beaucoup moins les maths, et plus de l'ordre de l'expérimental. En fait, ce qui m'attire, c'est plutôt ça. Ce que j'en comprends, c'est plutôt ça, c'est plutôt l'expérience. Et en ce sens, il y a peut-être des liens avec ce que je fais en histoire. Mais si j'insiste tant sur le fait que l'histoire produit un discours scientifique, et que j'emploie ce mot à dessein, c'est parce que je travaille dans un champ où les discours sur le passé que j'étudie sont multiples et ont de multiples origines dans l'espace public. Et donc, il me paraît important de rappeler que le discours que tiennent des historiennes ou des historiens est d'une autre nature et vient d'ailleurs, tout simplement que les discours mémoriels ou d'artistes, etc. Et donc, c'est pour ça que j'insiste, je pourrais dire aussi un discours méthodique, fondé en raison, mais c'est plus que ça. C'est vraiment, il y a derrière une ambition, une exigence d'une autre nature, voilà. Une exigence qui tend vers le maximum de nuances, on pourrait le dire, simplement. C'est que la construction de l'origine du discours n'est pas la même. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est simplement une manière de... Ce mot vise peut-être à éveiller les gens ou à les faire peut-être tiquer en leur disant « scientifique, c'est pas ça, les scientifiques, c'est pas ça ». Et après, je peux expliquer voilà, à quel point je partage une méthode avec un certain nombre de gens qui sont mes collègues historiens, historiennes, et que c'est ça qui nous distingue d'un propos, voilà, d'un philosophe sur la guerre d'Algérie, d'un artiste, etc. D'accord. Donc là, le fondement de la vérité n'est pas le même. Vous avez hésité entre la géographie et l'histoire, longtemps ? Oui, très longtemps. Oui, longtemps au sens où j'ai découvert la géographie en Hippocagne avec un enseignant extraordinaire qui s'appelait Jacques Schebling, qui m'a formée pendant très longtemps. Qui vit toujours. Oui. J'ai fait 85 ans, précisons pour les auditeurs. Absolument, absolument. C'est un grand enseignant. Il a marqué des générations de cagneux.
Et il m'a tellement fait aimer la géographie que j'ai changé de Cagne pour en faire plus. Enfin, voilà. Donc j'ai vraiment hésité et j'ai toujours gardé cette... là, pour le coup, je sens l'empreinte, je la connais, de la géographie dans mon travail. C'est-à-dire une sensibilité à l'espace, une nécessité absolue de situer spatialement mes objets de recherche et au-delà de ça, dans mon rapport au monde, je pense. Mais voilà, le cas le plus typique, c'est un travail que j'ai fait sur une embuscade en Kabylie où il y a vraiment un rapport à l'espace qui, pour les acteurs historiques, qui est fondamental, mais dans l'analyse aussi. Et je suis toujours surprise que les historiens, les historiennes soient fâchés avec la géographie, pour certains vraiment beaucoup, et n'aient pas cette sensibilité. C'est quand même la deuxième dimension de l'expérience humaine, l'espace, et qu'on se contente du temps. Me surprend toujours, en tout cas. Donc voilà. Donc ces questions d'espace, elles sont centrales. Quand on travaille sur les guerres, elles le sont nécessairement. On parle souvent il s'agit de conquête territoriale. On en reparlera, mais donc voilà. Donc oui, ça reste très présent. Lorsque vous faites le choix de l'histoire, vous avez cette formule qui est forte, et vous dites « elle serait absolument contemporaine ». Absolument, l'adverbe est bien marqué. Pourquoi absolument contemporaine ? Je pense que ce que je voulais dire, c'est que il n'était pas question de faire autre chose qu'une histoire dont je sente la nécessité pour mes contemporains. Voilà. Ah oui, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est-à-dire pas l'histoire contemporaine comme elle a été... Enfin, voilà, il ne s'agit pas d'un point de vue théorique sur l'histoire contemporaine. C'est ma relation à mes contemporains en France à ce moment-là. C'est-à-dire que si je vivais ailleurs, j'aurais une autre manière de dire les choses certainement. Mais voilà, je l'ai senti comme ça. D'autant plus que à cette époque, 90-91, situons les choses, vous dites des futurs s'ouvraient. La période était exaltante, elle était inquiétante aussi. Invasion du Koweït, putsch en Russie, et puis bientôt la guerre toute proche, celle qui va vraiment vous faire presque bifurquer, vous me direz pourquoi et comment, qui est le premier choc qui va venir de l'Algérie et au moment de l'interruption du processus électoral en début 92. Donc là, on est pour le moins dans une configuration contemporaine et ouais. On a l'impression que ça prend littéralement corps chez vous. Alors, c'est évidemment une reconstruction a posteriori, mais je vis toutes ces années-là en prépa, donc on est un peu hors du temps en prépa, et en même temps, là, c'est impossible d'être hors du temps. Oui. Quand le mur de Berlin s'effondre, voilà, on ne peut pas être hors du temps. Enfin, je ne suis pas hors du temps, je crois, à ce moment-là. Et il y a la guerre en ex-Yougoslavie aussi. Et tout ça, ce contexte-là est extrêmement violent, extrêmement radical. Ce sentiment qui est rare, en fait, je pense que d'avoir vécu ça à l'âge que j'avais, c'est-à-dire entre 18 et 20 ans, au moment où on commence à voter pour la première fois et où on a le sentiment de participer à un collectif d'une manière nouvelle, un collectif politique. Oui, je crois qu'il faudrait que je revienne sur ça et qu'on le fasse ensemble avec les gens qui ont vécu ça de ma génération. Qu'est-ce que ça nous a fait? À quel point ça nous a fragilisés peut-être dans nos croyances, au contraire renforcés, ou obligés, en tout cas obligés à plein de points de vue, y compris moral, obligés. Il fallait être quelque part, savoir où on était. Donc oui, ça joue. En tout cas, ça me conforte dans mes choix. Déplaçons un peu l'Algérie, mais vous avez évoqué la guerre en ex-Yougoslavie, et j'ai l'impression que cette guerre en ex-Yougoslavie, elle fait un peu résonner l'invasion russe en Ukraine aujourd'hui. Vous avez dit, ça nous a sidérés, c'est un peu l'expression aussi qu'emploie, je crois, l'historien Audouin Rousseau récemment. Oui. C'est-à-dire, c'est une sidération par rapport à la culture de paix, disons, en tout cas en Europe de l'Ouest, issue de l'après-1945. Et on a l'impression que la guerre en ex-Yougoslavie d'une part, l'invasion russe d'autre part, c'est à peu près la même sidération. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on y croit, à cette culture de paix, plus ou moins. Vous voyez enfin... Ouais, je ne sais pas dans quel contexte l'a dit Stéphane Audouin Rousseau, mais
la sidération, elle est à l'image de notre naïveté aussi et de notre aveuglement. C'est ce qu'il dit là. Mais oui, parce que, enfin, c'est surtout ça qu'elle dit, parce que culture de paix, bien sûr, hein, la paix est construite avec le moins de naïveté possible après 45, mais l'annexion de la Crimée quand même. Enfin, donc ça c'est pour le contemporain. Et pour la guerre en ex-Yougoslavie, moi j'ai une ignorance totale du contexte géopolitique à ce moment-là, donc je ne suis pas du tout dans cette compréhension-là. Mais le grand choc, c'est l'Europe. C'est que ce soit en Europe. Enfin, le grand choc pour moi, dans ma naïveté, et dans ce que j'en comprends, c'est Sarajevo. C'est cette ville, c'est importante pour l'histoire du continent européen. À cause de la Première Guerre mondiale, mais et puis de la culture, enfin bref. Donc c'est tout ça qui me touche d'une autre manière que la guerre en Algérie, et aussi parce qu'on a accès aux informations d'une autre manière, et parce que la politisation du conflit se déroule autrement, le rôle de la communauté internationale. Bon, bref, tout ça est très très différent de la situation que connaît l'Algérie, qui est beaucoup moins connue à l'époque. Et puis effectivement, le point commun avec aujourd'hui pour moi, c'est évidemment cette évidence de la culture européenne, de notre et de ce qu'on aimerait penser comme étant le plus fort, à savoir ce qu'on a en commun, qui est mis à mal. Mais puisque vous faites la comparaison entre les débuts, disons, de la guerre civile en Algérie et la guerre en ex-Yougoslavie, diriez-vous qu'avec vos collègues et camarades ou amis de l'époque, il y avait plus une focalisation pour la guerre en ex-Yougoslavie que pour la guerre civile algérienne, tandis que pour vous, alors justement, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes focalisé, enfin pas focalisé, enfin intéressé, disons, ouverte à cet épisode de la guerre civile algérienne. Je pense que c'est purement chronologique, en fait. L'interruption du processus électoral, la confiscation de l'élection par le pouvoir algérien début 92, je m'en souviens extrêmement bien. Je me souviens de l'édito du Monde que je lis à ce moment-là, et je me souviens d'avoir pensé comment est-ce qu'on peut soutenir comment est-ce qu'on peut soutenir l'interruption d'un processus électoral. Qu'est-ce que ça veut dire le moins pire? Et c'était avant le déclenchement des pires violences. Ensuite, il y a eu tous ces massacres en Algérie que j'ai moins perçus. L'assassinat de Boudiaf, c'est aussi... Ça, vous l'avez perçu. C'est un moment d'une immense tristesse, quelque chose qui s'effondre. Voilà, donc ça, c'est début 92. Et après les massacres, mais après l'Algérie qui se ferme, les informations qui arrivent difficilement, le terrorisme qui arrive en France, et tout ça se mélange, mais reste l'Algérie d'une certaine manière, et donc en tant qu'Européenne me touche de manière différente, mais l'Algérie commence déjà beaucoup à m'intéresser. À ce moment-là, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est tous les discours culturalistes qui renvoient la violence en Algérie à une espèce d'éternel algérien, de barbarie, de sauvage, etc., qui me choque, mais j'ai pas les éléments pour comprendre du tout à ce moment-là. Et donc ça reste une espèce de zone à creuser. Il faudra y revenir, mais à ce moment-là, je suis en prépa et je suis pas en train de faire de la recherche. Donc j'ai pas encore décidé que je travaillerais sur l'Algérie, mais voilà. J'anticipe un peu, mais par exemple, on va y venir à propos des archives. Lorsque vous travaillez avec Monsieur Bach, justement, qui vous permet d'avoir accès à des archives, j'imagine que quelqu'un qui officie à l'intérieur de l'armée française vous donne ou vous permet certaines dérogations pour éviter un moins pire futur. Bien sûr. Ce n'est pas forcément, ça ne sera pas forcément, hélas, le cas. Mais on est en face, puisque vous parlez d'acteurs, d'un homme ou d'une femme qui, là, se dit, peut-être que, non pas au sens des leçons de l'histoire, parce que vous-même vous le dites, c'est rare les historiens qui disent il y a des leçons de l'histoire. Hein, non, mais c'est rare. Oui, moi je pense pas qu'il y ait des leçons de l'histoire. Non, je sais justement. D'accord. Je pense pas qu'il y ait des leçons de l'histoire, mais que les institutions aient besoin de connaître leur histoire me paraît par ailleurs essentiel. Et là, on parle d'un général qui avait servi au Liban
au début des années 80 et qui en avait été très marqué de ce qu'il avait vu au Liban, des formes de guerre qui s'y déployaient. Je pense que c'est un des éléments de la biographie du général Bach qui doit être connecté avec son engagement pour la recherche historique. Et sans doute d'autres que j'ignore dans sa biographie. Mais on a là une armée qui se sent, au Liban, je veux dire l'armée française, qui se sent impuissante, et qui assiste à des formes de crimes qui la choquent, en tout cas qui choquent cet officier-là. Et donc son désir pour l'armée française, c'est de documenter l'histoire de l'institution. Et là, autant je pense qu'il n'y a pas de leçon de l'histoire, autant je pense qu'il y a un vrai risque à ignorer son passé. Un vrai risque. Alors, précisons, là, vous devenez chercheuse, et là encore une phrase forte, 6 générations, mais c'était le but de cet article, il y eut ici, elle fut d'abord d'archives. Alors, vous avez souvent parlé de cela, mais c'est vrai que c'est important de le préciser. Génération post-juillet 1992, nous revoilà avec le général André Bach, qui est à la tête du service historique de l'armée de terre. Donc, ce rapport aux archives donc est absolument central dans votre parcours. Alors à ce moment-là, le général Bach n'est sans doute pas encore arrivé au service historique de la défense, et c'est parce qu'il arrive plus tard que je peux mesurer l'impact de son arrivée précisément. Mais en juillet 1992, il se passe tout simplement que la loi est appliquée. Et la loi des archives, celle de 1979 à l'époque, rend accessible au bout de 30 ans les documents. Donc quand on travaille sur la période de la guerre d'Algérie, c'est 1962. Donc effectivement, moi j'ai commencé à travailler à ce moment-là, c'est-à-dire dans un régime d'archives, un régime d'accès aux archives qui est celui-là. Des archives visibles pour la plupart, mais en fait je travaillais sur des sujets qui étaient encore inaccessibles. Donc j'ai passé mon temps à demander des autorisations spéciales pour travailler. Et donc à être soumise au bon vouloir d'une décision qui en fait avait encore très largement des ressorts politiques. Pas uniquement, mais encore très largement. Ce qui rend cette dimension contemporaine de l'histoire encore plus forte, puisque c'est pas simplement mon désir de travailler ou les sujets qui intéressaient éventuellement une partie de ma société, mais c'est aussi la manière dont le pouvoir politique pouvait estimer la nécessité de ce travail ou la nécessité de l'entraver, puisque les archives normalement sont gérées une fois qu'elles sont déposées par l'endroit qui les conserve, mais pour certaines archives, et en particulier les archives de cabinets ministériels, la décision de les rendre accessibles de manière dérogatoire à telle ou telle personne remonte au cabinet actuel. Donc c'est le cabinet actuel qui décide si on peut voir les archives de ses prédécesseurs. Et donc là, la dimension politique, elle est évidente. Et donc voilà, donc j'ai constaté ça très clairement dans toutes mes années de travail, et le poids aussi des hommes, en l'occurrence des hommes au masculin, puisque c'était le général Bach qui a succédé à celui qui le précédait, qui avait dit non et lui a dit oui. Donc voilà, très clairement, ça a changé à ce moment-là. Donc les archives, là, à ce moment-là, vous travaillez déjà sur ce qui deviendra votre livre sur la torture, qui paraît en 2000, si je me souviens bien. Hein, je travaille à partir de 96, je crois. Oui, c'est ça. Et le livre paraîtra en 2000. Et le livre paraît le 12 septembre 2001. 2001, pardon. Et 2001. La thèse en 2000. Oui, la thèse est en 2000 et le livre en 2001. Oui. Et c'est avec ce livre-là que, il y a beaucoup d'articles qui paraissent dans Le Monde, et qu'il y a une sorte à la fois de saut qualitatif, historique, qui se joue sur la question de la torture commise par l'État et l'armée française. Et donc, les archives en question concernent essentiellement cela. Je travaille sur les violences illégales commises par l'armée française. Donc c'est large, flou, enfin théoriquement pas flou du tout. Hein. Illégal, c'est ce qui n'est pas dans le droit, mais flou dans la pratique. La torture étant centrale, mais pas seulement. Donc oui, c'est déjà ça. Donc c'est un sujet dont on m'a bien expliqué que jamais je n'arriverai à le documenter, qu'on me mettra des bâtons dans les roues, bref. Et donc finalement, je fais ce travail qui prolonge et complète le travail extraordinaire de Pierre Vidal-Naquet, La torture dans la République, qui avait déjà
poser les questions en termes politiques, sans aucun accès aux archives telles que je les ai eues moi, telles que je les ai vues moi. Lui, il avait eu des fuites, en fait. Il avait bénéficié de fuites de serviteurs de l'État. Là, en l'occurrence, moi, j'ai accès aux archives de travail des régiments qui me permettent de montrer à quel point ces violences illégales sont pour certaines complètement incorporées à leurs pratiques et pour d'autres, au contraire, sanctionnées ou en tout cas peu encouragées. Et donc, c'est cette espèce de panel que j'explore à ce moment-là. Donc, ce qui inclut les archives des commissariats, de la gendarmerie. Alors, je travaille sur l'armée de terre. De terre. Qui est l'essentiel de l'armée engagée en Algérie et qui est la force qui a en charge la répression en Algérie. La police aussi, mais de manière marginale. Et la gendarmerie, à l'époque, les archives ne sont pas accessibles. Voilà. Alors, quand on travaille, j'ose pas employer l'expression, sur de tels objets, enfin, c'est pas sur de tels thèmes, sur de telles approches, vous le dites vous-même, on n'en sort pas indemne quand même. Vous employez le mot de trouble, c'est-à-dire que c'est pas comme travailler sur l'amour courtois au Moyen-Âge. Hein, donc, sans doute pas. Non, mais enfin, c'est très contemporain, donc ça le rend... le moment où on rentre dans la salle de travail n'est pas sans continuité avec l'endroit qu'on vient de quitter. Ça, c'est à la différence peut-être de l'amour courtois, mais peut-être pas. Et surtout, effectivement, c'est très violent. Donc, c'est moi, mon grand souci, ça a été de ne pas m'habituer, de ne pas banaliser ce que je lisais. Donc, c'est quelque chose de compliqué à trouver entre utiliser ma sensibilité pour travailler comme historienne, mais ne pas être débordée par les émotions, que ce soit le dégoût, la souffrance, enfin les émotions sont multiples en réalité, face aux archives et face aux témoins aussi. Donc c'est cet équilibre-là que dont j'ai conscience très vite et dont j'essaye d'agir pour qu'il soit maintenu. Voilà. Donc ça veut dire des ruses avec soi-même en fait, hein, tout le temps, avec les archives, parce que lire des récits de violence à répétition, c'est extrêmement, ça donne la nausée. Mais des récits de violence, ça dépend qui les écrit. Est-ce que c'est des plaintes de victimes? Est-ce que c'est des témoignages de soldats tortionnaires? C'est pas pareil. Quand les gens sont en face de vous, c'est pas pareil, etc. Donc voilà. Donc moi, j'ai mis en place toute une série de protections de moi-même que j'essaye de maintenir pour ne pas m'habituer. Voilà. Et j'en ai parlé avec plusieurs collègues. À ce moment-là, une des forces, c'était le collectif. On était la recherche est très solitaire, mais on était quand même quelques-uns, justement autour de Stéphane Audouin-Rousseau, quelques-uns, vraiment pas très nombreux, à travailler sur des violences extrêmes et à échanger entre nous sur ce que ça nous faisait et à ne pas se cacher cette violence-là. À ce moment-là, Henri Rousseau est directeur? Oui. Henri Rousseau est directeur, Fabrice Virgili, Christian Ingrao, ils font leur thèse. Il y a le grand séminaire sur l'Algérie, c'est vraiment un lieu important. Stéphane Audouin-Rousseau y est aussi. Donc voilà, il y a un tout petit milieu, hein, et de toute façon sur les violences, il y a un tout petit milieu à ce moment-là. Voilà, où on essaie de... C'est-à-dire que là, on peut dire qu'il y a des connexions entre ceux comme Stéphane Audouin-Rousseau qui travaillent sur la guerre de 14, ceux qui, comme Christian Ingrao, qui travaillent sur la Shoah par balle, enfin oui, le front de l'Est, et vous qui travaillez sur la guerre d'Algérie. Donc, et tout ça aussi, peut-être aussi plus ou moins, avec les conséquences de la guerre en ex-Yougoslavie, en tout cas dans les consciences, c'est-à-dire ce que ça a réveillé chez certains. Et parce que la thématique pour un lecteur citoyen, entre guillemets, disons, des massacres, des violences de guerre, etc., elle est conjointe et elle apparaît effectivement dans ces années-là, un petit peu avant, mais enfin c'est là que quelque chose, disons, peut-être de l'unité de l'horrible XXe siècle et du début du XXIe siècle se coagule.
Oui, il se trouve qu'on a la chance d'être tous au même moment, avec ces intérêts communs. En fait, ça a été très informel, en fait, ce que je raconte. C'est plus des discussions de café. On a eu quelques séances d'échange sur l'écriture aussi. Comment est-ce qu'on écrit sur ces violences et comment notre écriture nous révèle à nous-mêmes un certain nombre de choses. La différence que j'avais vis-à-vis d'eux, de ces gens-là, de ces deux hommes, mais d'autres aussi, c'est que moi, je travaille avec des témoins vivants. Et là, pour le coup, j'étais plus seule à faire ce chemin-là, voilà, par la nature même de leurs objets, hein, qui sont plus anciens dans l'histoire. Et donc, ça amène d'autres problématiques et pour moi d'autres dialogues avec d'autres disciplines. Mais Henri Rousseau, il y a encore des témoins. Oui, mais c'est pas le choix d'Henri. Pour le coup, Henri Rousseau n'a pas travaillé sur la violence avec des témoins. Il a travaillé sur d'autres objets, il a travaillé sur la mémoire, etc. Bien sûr. Mais avec des résistants quand même. Oui, mais son objet n'est pas la violence. Oui, oui. Son objet n'est vraiment pas la violence. Oui, son objet n'est pas la violence. Et d'ailleurs, ça peut s'interroger aussi. Le fait que précisément on parle de la résistance sans parler de sa violence. Alors, terminons, et là, sur ce point, vous avez vu peut-être la une du Monde du 13 mai 2022, c'est pas pour défendre ce journal particulièrement, mais c'est uniquement pour le titre « Ukraine, le douloureux récit des viols ». Le Monde a enquêté dans la zone occupée en mars par les Russes, etc., etc., avec des témoignages. Ma question est très simple. Les historiennes et les historiens sont-ils désireux ou en capacité de vouloir travailler avec des juristes, des anthropologues pour approfondir ce qui est devenu pour vous, disons, votre sujet de prédilection, à savoir les violences de guerre et les viols. On en reparlera dans la notion viol. Mais est-ce que ce rassemblement est à l'ordre du jour? Parce que là, pour le coup, vous parliez de formation citoyenne, mais il me paraît nécessaire parce que le droit, le tribunal international, l'anthropologie, l'histoire, la psychanalyse doivent être convoqués pour... oui, mais j'ajouterais la psychologie, la sociologie, la science politique. Oui, bien sûr. Enfin, c'est nécessaire. De toute façon, enfin voilà, pour tous les objets, en réalité, heureusement qu'on n'est pas cloisonné dans notre discipline. Ce dialogue est nécessaire, tout en sachant bien où on est comme historien, comme historienne, à quel point on a on apporte aussi notre regard, parce que parfois il y a une forme de fascination pour les disciplines les plus en contact avec l'actualité chez certains de mes collègues. Bon voilà, c'est cette espèce de... je crois, on nourrit, on nourrit un échange. Nous, on en a besoin pour réfléchir à nos objets, qui par le passé sont souvent moins documentés. Voir ce qu'on fait aujourd'hui permet de regarder le passé autrement. Et puis, on a aussi des juristes, des anthropologues, des sociologues qui viennent dialoguer avec les historiens pour aussi comprendre autrement leurs objets. Et c'est tant mieux parce que le risque, c'est quand même de réinventer en permanence l'évidence ou de le rabattre sur un universel. Donc dans les deux cas, il y a un problème. Donc le colloque international qu'on avait organisé avec Fabrice Virgili sur les viols en temps de guerre avait cette ambition-là de mettre au contact des gens venant des ONG, des juristes, voilà, tout type de gens qui étaient réunis par cet objet du viol en temps de guerre, pour lui donner, en l'occurrence, c'était notre projet, une dimension historique.